la physiopathologie du SDRA en 10 minutes. Je compte sur les modérateurs pour m'arrêter si... Compte sur moi, monsieur. Merci Jean-Michel. Rapidement, mes liens d'intérêt. La définition clinique, vous la connaissez, celle du SDRA. Il y a une nouvelle définition qui est proposée, qui veut inclure des patients potentiellement sous oxygénothérapie à haut débit. Mais à la fin, on a quoi? On a un œdème pulmonaire à l'imagerie thoracique, une hypoxémie. Ça, c'est vraiment la définition clinique qu'on connaît tous, qu'on ne reconnaît pas toujours très bien d'ailleurs, mais qui est relativement consensuelle. Les causes de SDRA, vous les connaissez. Elles sont soit pulmonaires, soit extrapulmonaires. Et si on schématise un petit peu, c'est d'abord la pneumonie, ensuite le sepsis extrapulmonaire, et en troisième position, les inhalations de liquide gastrique, qui représentent la majorité des cas, en tout cas dans les études cliniques. Alors voilà, moi je suis content de ne pas être à 10 minutes au tableau, parce qu'il aurait fallu sinon que je dessine ça. Et je m'y étais préparé jusqu'à hier, et que je comprenne que finalement on avait droit à un schéma. Donc ça va un peu me sauver la vie quand même. Mais vous voyez sur ce schéma, une revue publiée en 2017, il y en a d'autres qui sont sortis depuis et un peu plus complexes encore, mais celui-là me paraissait le plus approprié. Vous voyez à gauche, finalement, la structure d'une alvéole dite normale ou en bonne santé, et puis sur la droite, patatras, le SDRA, en tout cas dans sa phase exudative, qui est la phase précoce. Qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce qu'on voit le... Ouais, vous voyez ma souris. On a l'épithélium, bien sûr, du côté de la surface alvéolaire, composé de ces pnéocytes de type 1 et pnéocytes de type 2. Chacun ont des fonctions un peu particulières, et notamment, vous le savez, le pnéocyte de type 2 qui va produire le surfactant, ce composé qui va permettre de stabiliser, de laisser ouvertes les alvéoles. Vous voyez également un peu plus bas, de l'autre côté du secteur interstitiel, les capillaires pulmonaires et bien sûr les échanges gazeux, vous savez, qui se font entre l'espace alvéolaire et ces capillaires avec l'oxygénation et la décarboxylation. Le système est bien fait puisqu'il y a, vous le voyez, alors tout en bas sur la gauche ici, des cellules épithéliales, un certain nombre de canaux transmembranaires, en particulier les canaux sodiques, ENaC, du côté apical de la cellule, et les canaux NAK-ATPase qui, eux, sont plutôt du côté basal des pneumocytes. Vous avez les principaux mécanismes qui expliquent la résorption du liquide de l'alvéole vers le secteur interstitiel lorsqu'il est présent. On parle de la clairance liquidienne alvéolaire. Ça se fait essentiellement par des transports liquidiens transépithéliaux de sodium, mais également d'eau par les canaux aquaporines. Quand une cause de SDRA, une agression survient, on a schématiquement deux stimulations possibles. Une par les PAMS, les pathogènes associated molecular patterns, donc qui sont vraiment les composés des agents pathogènes, bactéries et autres, et qui vont aller activer un certain nombre de récepteurs de type TLR, par exemple, pour le lipopolysaccharide de certaines bactéries. Mais on a aussi tout un tas d'agressions, d'inflammations stériles, des signaux de danger, des alarmines qu'on appelle les DAMS, Damage Associated Molecular Patterns. Dans les deux cas, ces agressions, ces agresseurs vont aller activer les différents composants de la structure alvéolo-capillaire, et en particulier, cette agression, elle est médiée par les macrophages. Vous avez les sentinelles, les macrophages résidents qui sont là au niveau alvéolaire, qui vont sentir ces signaux de danger et activer en aval un certain nombre de cascades pro-inflammatoires, la sécrétion d'un certain nombre de cytokines, mais également de chimiokines qui vont permettre de recruter et d'attirer notamment les polynucléaires neutrophiles sur ces sites de l'agression, ici l'alvéole. Alors bien sûr, l'agression elle peut se faire directement sur les cellules épithéliales, directement sur les cellules endothéliales en fonction des pathogènes. Un bon exemple de l'atteinte épithéliale directe, c'est le SARS-CoV-2, par exemple. Mais ensuite, on a cette cascade de toute façon médiée aussi par les cellules inflammatoires qui va se mettre en route. Petit à petit, ça va mener à la destruction par des phénomènes de nécrose, d'apoptose notamment, des cellules épithéliales, un dénudement à proprement parler, une destruction de cette barrière épithéliale d'un côté. Et ces mêmes mécanismes, bien sûr, peuvent survenir au niveau endothélial, que l'agression soit initialement intra-alvéolaire ou au contraire systémique. Dans les deux cas, il y a des communications finalement entre ces différentes cascades. Et vous avez du coup, bien sûr, la résultante qui est l'œdème
liquidien, riche en protéines, riche en cellules inflammatoires qui va se créer par cette communication finalement assez physique, cette perméabilité notamment des cellules épithéliales avec une destruction des jonctions intercellulaires, qu'elles soient serrées ou adhérentes, peu importe, mais qui va vraiment faire le lit de cet œdème. Alors de l'autre côté, on a aussi au niveau endothélial tout un tas d'activations inflammatoires, et notamment via le facteur tissulaire, une cascade finalement de coagulation et véritablement une agrégation plaquettaire, la formation de microthromboses qui va s'installer au niveau de ces capillaires. Les capillaires eux-mêmes, enfin les cellules endothéliales elles-mêmes vont produire également des signaux de danger, et notamment l'angiopoïétine 2, qui a un rôle majeur également dans cette destruction endothéliale. Alors, le corollaire clinique, en quelque sorte, de ces mécanismes, vous les avez listés ici. Bien sûr, l'altération de la compliance, la perte d'aération pulmonaire qui en découle, ça va augmenter bien sûr le travail respiratoire des patients. L'œdème qu'on va voir finalement à l'imagerie et l'hypoxémie qui en résulte, on l'explique également par tous ces phénomènes. L'inactivation ou la destruction finalement des pneumocytes et donc l'inactivation du surfactant ou en tout cas de sa production va favoriser le collapsus alvéolaire, ce qui explique la réponse à une pression téléexpiratoire positive. Et puis il y a toute cette inflammation qui peut être potentiellement intra-alvéolaire au départ, mais qui va se diffuser au niveau systémique, qui peut faire le lit des défaillances d'organes, autres que la défaillance pulmonaire. Les conséquences au niveau des vaisseaux sanguins, les thromboses notamment, vont augmenter finalement, enfin vont produire un effet d'espace mort, pouvant expliquer aussi par la suite une hypertension artérielle pulmonaire ou voire un cœur pulmonaire aigu. Ce sont des mécanismes en tout cas qui y contribuent largement. Alors bien sûr, le poumon, qui est le meilleur organe du monde, de l'organisme, a des facultés de réparation, comme d'autres organes. Et il y a toute une cascade finalement qui va se mettre en route dans une seconde phase, mais les deux phases souvent se chevauchent, et qui va permettre finalement une repopulation des cellules épithéliales à partir de progéniteurs qui peuvent être d'ailleurs des cellules bronchiques, mais la plupart de ces progéniteurs sont des pneumocytes de type 2 qui vont petit à petit proliférer puis se différencier en pneumocytes de type 1 pour reconstituer cette barrière épithéliale au niveau de l'alvéole. Un phénomène aussi intéressant qui a été décrit depuis quelques années, c'est véritablement la production augmentée de mitochondries, voire le transfert de mitochondries entre cellules pour aller justement booster finalement ce repeuplement des cellules épithéliales. C'est un phénomène qui a été décrit, je vous l'ai dit, récemment. Alors bien sûr, il y a une cicatrisation qui se met en place, il y a des fibres de collagène qui sont déposées, mais en théorie, à ce moment-là, les cellules inflammatoires qui commencent à digérer les neutrophiles avec les férocytoses, etc., vont relarguer tout un tas de facteurs, et notamment des protéases qui sont censés, dans un phénomène de cicatrisation normal, on va dire, dégrader ces amas de collagène ou de fibronectine. Et finalement, c'est dans ce cas-là, quand ce mécanisme est pris à défaut, qu'on va voir les véritables fibroses se développer au niveau pulmonaire. Alors ces macrophages qui sont à ce moment-là sur une polarisation plutôt anti-inflammatoire ou de type M2, ils vont également relarguer tout un tas de facteurs de croissance, et c'est ces facteurs de croissance qui sont supposés aller booster justement cette réépitalisation d'un côté et la reconstruction de l'endothélium de l'autre. Et sans ce phénomène-là, on ne va pas pouvoir finalement retrouver une structure alvéolaire dite normale. L'épithélium qui va se reconstituer avec ces jonctions aussi intercellulaires, on va revoir à ce moment-là la clairance alvéolaire devenir efficace. En tout cas, c'est ce qu'on espère, grâce aux canaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et tous ces mécanismes bout à bout arrivent, dans un certain nombre de cas, à réparer finalement la lésion alvéolaire. Alors ça, c'est la vision caricaturale, avec tous les éléments épithéliaux, endothéliaux, la coagulation, l'inflammation alvéolaire, et ce qui est regroupé sous le terme de dégâts alvéolaires diffus. C'était des descriptions assez anciennes et notamment histologiques au départ. Bien sûr, vous avez peut-être notion, mais on n'a pas tous ces éléments chez tous nos patients. Et d'ailleurs, sur cette série d'autopsies qui avait été réalisée par Arnaud Thiel et une équipe espagnole, on voit finalement que
malgré un diagnostic clinique de SDRA, on n'a pas forcément finalement les composants de ces fameux dégâts alvéolaires diffus. Ça augmente avec la sévérité du SDRA, mais vous voyez, 12% uniquement dans les formes légères, parfois pas de lésions du tout retrouvées lors de ces autopsies. Et forcément, ça s'explique par l'hétérogénéité aussi de ces patients qui sont inclus sous cette définition clinique avec laquelle j'ai commencé mon topo. Et l'idée, bien sûr, c'est d'essayer de reconnaître quelle est la contribution de tel ou tel composant de ces atteintes et ou de la réparation, d'ailleurs alvéolaire, chez un patient donné ou chez un groupe ou dans un groupe de patients donnés. Pourquoi? Parce que l'implication derrière, c'est d'essayer de repérer ces patients-là, peut-être par le biais d'un certain nombre de biomarqueurs, vous en voyez certains listés pour la lésion épithéliale, inflammatoire, etc., mais surtout de pouvoir offrir la possibilité de traitement de ces dysfonctions de façon la plus personnalisée possible en fonction des biomarqueurs, notamment dans cet exemple-là. C'est pas complètement de la science-fiction, et je finirai là-dessus. Les phénotypes, notamment inflammatoires, c'est des choses qui ont été très décrites pour l'instant. Jusque-là, et il y a des essais adaptatifs qui veulent cibler ces patients-là, ceux avec un phénotype hyper-inflammatoire, pour aller tester des thérapeutiques, disons, ciblées. On n'est pas encore à viser l'épithélium, l'endothélium, etc., mais on y va petit à petit, et c'est ça probablement la perspective principale, de mieux connaître cette phénopathologie du SDRA. Je vous remercie beaucoup.